Avec qui on en parle? Je crois que je n'en ai jamais discuté sérieusement avec quelqu'un. En général, ça dégénère en plaisanterie de comptoir qu'on oublie dans la seconde. Si c'était vraiment irrémédiable, je crois qu'il vaudrait mieux se séparer. À mes yeux, ce serait un motif de séparation. Pour moi, ce serait vraiment un choc énorme d'avoir des problèmes d'érection. Je verrais ça comme une maladie grave. C'est important à mes yeux et je crois que ça l'est pour la plupart des hommes. Ça fait partie de l'idéal masculin, le héros omnipotent. Je suis un homme, donc je suis un prédateur. Mais je chasse un gibier assez délicat. D'un bout à l'autre de la planète, l'homme est associé à la puissance sexuelle. Une recherche de virilité qui génère un immense marché de médicaments et d'objets liés au sexe. Scala Playhouse, premier distributeur en Europe de produits érotiques, expédie quotidiennement plus de 40 000 articles dans le monde entier. On n'a jamais autant parlé d'impuissance que depuis l'apparition du Viagra. La difficulté à aborder ce thème persiste pourtant. Alors, où en sont les hommes sur le sujet? À la question « Qu'est-ce que pour vous l'érection ?», les hommes ont répondu d'abord quelque chose d'identitaire, oui. Il y a des milliers de réponses, puisque sur 2500 hommes, très souvent, certains ne répondent pas, et je vais avoir plus de 1500 réponses qui vont dire « ça signifie que je suis un homme ». Nous avons recueilli 2200 questionnaires. La moitié des hommes interrogés ont indiqué souffrir de troubles de l'érection. Les 20-30 ans avaient bien sûr moins de problèmes que les 70-80 ans. Mais même parmi la tranche d'âge entre 40 et 50 ans, 26% étaient concernés. On estime que 4 à 6 millions d'hommes sont atteints de troubles de l'érection en Allemagne. Au niveau planétaire, l'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2025, plus de 320 millions d'hommes en souffriront. Il y a peut-être une cinquantaine d'hommes en Allemagne qui sont inscrits à un groupe de parole sur ce sujet. Ça veut dire que seul un homme sur 100 000 atteint de troubles de l'érection fait cette démarche. Quand y a-t-il lieu de s'inquiéter de dysfonction érectile? Quand, pendant 6 mois d'affilée, la plupart des tentatives pour avoir des relations sexuelles ont échoué. L'érection résulte d'une interaction entre le corps et le cerveau. Il a fallu attendre le XXe siècle pour en percer les secrets. Les savants d'autrefois, comme Léonard de Vinci, en étaient arrivés à une conclusion simpliste. Le pénis serait animé d'une vie propre. En réalité, c'est plus complexe. Tout commence dans le cerveau. Une excitation sexuelle, qu'elle soit d'origine sensorielle ou mentale, stimule un des centres nerveux du cerveau. Ces derniers envoient alors des signaux jusqu'au nerf érecteur du pénis via la moelle épinière. Le pénis est composé de 3 corps érectiles, les plus importants étant les 2 corps caverneux situés dans sa partie supérieure. Leur tissu parsemé de muscles et de vaisseaux sanguins se gorge de sang lors de l'érection. En temps normal, les muscles lisses des corps caverneux sont contractés.
Lors d'une stimulation sexuelle, ces muscles se relâchent et les artères du pénis se dilatent, ce qui permet au sang d'affluer 80 fois plus vite qu'habituellement. Les corps caverneux se remplissent et compriment la veine dorsale du pénis, empêchant ainsi le sang de quitter le pénis. C'est ce qui lui permet de durcir et de se dresser. Il faut distinguer, d'une part, l'impuissance ou les troubles de l'érection qui empêchent d'avoir des rapports sexuels, et d'autre part, l'infertilité. Un homme stérile peut avoir des relations sexuelles, mais son sperme ne permet pas une fécondation naturelle. La dysfonction érectile, en revanche, complique l'acte sexuel, mais un prélèvement de sperme peut permettre aux hommes qui en sont atteints de procréer. Dans le monde, les dysfonctions érectiles touchent entre 18 et 26% des hommes dans la force de l'âge. On ignore encore si ces variations sont dues à des méthodes de recherche différentes ou témoignent de véritables écarts. L'infertilité est également un problème croissant. En Europe, un couple sur 10 souhaitant avoir des enfants ne parvient pas à en avoir. Dans un tiers des cas, l'infertilité trouve son origine chez les deux partenaires à la fois, chez la femme dans un autre tiers et chez l'homme dans un tiers aussi. Mais il y a une évolution et depuis quelques années, la stérilité masculine est en augmentation. L'environnement joue certainement un rôle important dans la dégradation de la qualité du sperme. Mais dans quelle mesure, c'est difficile à dire. C'est peut-être la pollution électromagnétique, les téléphones portables, les hormones contenues dans l'eau, les pesticides, les plastifiants des bouteilles, le stress ou encore les sièges chauffants dans les voitures. Ça se traite très différemment et c'est sujet à débat. On ne peut encore rien affirmer de définitif en la matière. Si stérilité et dysfonction érectile affectent des millions d'hommes, les pannes sexuelles font encore l'objet d'un tabou très vivace. Il y a différentes variantes. Pour certains, je vois bien qu'ils ont envie de m'en parler et qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. D'autres me rapportent soi-disant les problèmes de leur meilleur ami ou de leur frère et voudraient savoir s'il n'y a pas moyen de l'aider. Les façons d'aborder le problème sont diverses et variées. Comment est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'il faut y aller franchement et dire « Docteur, je n'arrive plus à bander » ou se rendre dans une pharmacie à l'autre bout de la ville et s'acheter des médicaments pour stimuler l'érection? Un homme qui a ce genre de problème se sent complètement dévalorisé. Ce serait la catastrophe, mais après tout, on peut vivre en étant aveugle. Ne pas avoir d'érection, ce n'est pas aussi grave. Au début, quand on est dans les débuts de l'amour, entre 15 et 25 ans, mais c'est grosso modo, ça dépend de chacun, au début, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tout d'un coup, il y a un dysfonctionnement qui est un dysfonctionnement de ma virilité, donc qui m'atteint profondément. Je ne peux pas. Catastrophe. Les premiers problèmes sont apparus à l'adolescence. Mes copains commençaient à avoir une vie sexuelle. Ils racontaient qu'ils couchaient avec leurs copines. Moi, il ne se passait rien dans mon caleçon. Je pouvais me bécoter allègrement avec une fille, mais dès qu'il fallait aller plus loin, je disais « Nous deux, ça ne va pas marcher, je n'y tiens pas ». Je passais mon tour comme ça. J'avais toujours peur de passer pour un banc de mou, comme on dit. J'avais rencontré une fille dont j'étais très amoureux. Elle venait souvent chez moi, y compris pour passer la nuit. Mais quand il s'agissait de passer à l'acte, je faisais un blocage. Elle a fini par rompre. En matière de stratégie, les hommes n'ont rien à envier aux femmes. La fameuse migraine existe aussi chez les hommes. Chérie, j'ai mal à la tête, j'ai eu une rude journée. Ou alors ils s'arrangent pour avoir un rythme décalé par rapport à leur compagne. Soit en se couchant très tôt,
soit en restant debout jusqu'à 2 heures du matin. Comme ça, le couple ne se croise pratiquement plus au lit. Parfois, les hommes se lancent dans une nouvelle activité, comme la course à pied. Symboliquement, ça me fait penser à une fuite. Les hommes élaborent donc des stratégies très sophistiquées, simplement pour éviter d'affronter le problème et mettre les choses à plat. Je n'ai pas tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. C'est mon épouse qui m'a poussé à faire un examen de dépistage. On m'a fait une biopsie et il s'est avéré que j'avais un cancer de la prostate. La première question qu'on se pose dans une telle situation, c'est bien sûr, est-ce que je vais mourir? C'était ma grande préoccupation, et ça l'est toujours d'ailleurs. Mon urologue m'a conseillé une ablation complète de la prostate et j'ai suivi son avis. Je me suis renseigné un peu sur ce qui m'attendait et j'ai appris qu'il y avait 2 grands risques après une telle opération, l'incontinence et l'impuissance. Le cancer de la prostate est l'un des premiers cancers masculins dans le monde. Dépisté à temps, il peut souvent être traité. La prostate est une glande située sous la vessie. Elle entoure une partie de l'urètre et contribue à fabriquer le liquide séminal. L'âge aidant, des modifications de la prostate peuvent se produire, comme une hypertrophie bénigne. Mais des cellules cancéreuses peuvent également s'y développer. Lors d'une opération, les nerfs situés contre la prostate peuvent être endommagés. Or, ils sont reliés au sphincter anneau et au nerf érecteur. Après l'opération, j'ai très vite remarqué que mon pénis ne réagissait plus aux sollicitations. J'étais très ennuyé. Le problème d'incontinence de Günther Steinmetz a disparu peu de temps après l'opération, mais pas son impuissance. Bien que les techniques opératoires soient aujourd'hui très précises, il est impossible de garantir à 100% la préservation de la fonction érectile après une prostatectomie. La probabilité d'être confronté un jour ou l'autre à une dysfonction de ce type est donc forte et ne cesse de croître. Il y a toutes les maladies liées à notre mode de vie, et notamment les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque, comme un taux de triglycérides, de cholestérol trop élevé, un diabète ou une hypertension artérielle. Toutes les pathologies susceptibles de conduire à un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou d'une manière plus générale une artériopathie peuvent aussi provoquer des troubles de l'érection. À ces maladies de civilisation s'ajoutent d'autres facteurs de risque. Mauvaise alimentation, effets secondaires de médicaments, maladies neurologiques, modifications du pénis, fluctuations hormonales ou problèmes psychologiques. Il est aussi prouvé que certaines habitudes de vie pèsent lourdement sur la capacité érectile. On sait qu'il y a une étroite corrélation entre le tour de taille d'un homme et son taux de testostérone. Si on arrive à lui dire clairement « il faudrait juste perdre un peu de poids et faire un peu plus de sport pour avoir de bien meilleures érections », en général il est ravi et sa motivation est au plus fort. C'est une image ancrée dans les esprits, celle de l'homme viril toujours disponible, toujours prêt à faire l'amour. Pourtant, chaque homme sait, pour l'avoir déjà vécu, ce qu'est un passage à vide dans ce domaine. Un soir, j'ai passé un bon moment avec une fille, mais quand on s'est retrouvés au lit, j'étais déjà au bout de mes possibilités. Toute la soirée, on avait fait la fête, discuté, communiqué, et quand il a fallu passer à l'acte, plus rien. Au moment où on allait commencer à s'amuser, j'avais trop forcé la dose.
On m'a prescrit des médicaments qui m'ont beaucoup diminué. Ça a pesé sur ma libido. Je n'avais plus envie de sexe. Plus rien ne m'excitait. Bon, je vais vous raconter. J'ai rencontré quelqu'un qui me plaisait beaucoup. Mais j'ai surestimé mes capacités et ça n'a pas fonctionné. Le coup classique. J'étais là à faire la tête pendant qu'elle me consolait, tout en me disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» C'était la panne, le fiasco complet. Pathétique, vraiment. Elle m'a traité de ramolo sur un ton un peu ironique. Ça allait. Mais si elle l'avait dit sérieusement, ça aurait vraiment été une gifle. Elle le pensait quand même un peu. Elle était frustrée, elle ne s'en est pas cachée. Mais comme elle m'a gentiment charrié, c'était moins dramatique. Quand je suis lessivé après le travail, ça a un effet sur mon activité sexuelle. C'est évident. Selon les experts, le pire tue-érection est le stress. L'impuissance est-elle plus répandue dans les pays où le rythme de vie est particulièrement soutenu? Il y a longtemps que les villes chinoises ont perdu la sérénité communément prêtée à l'Extrême-Orient. La semaine de travail atteint en moyenne 70 heures et la plupart des employés ne prennent pas les congés accordés par l'État. Dans une enquête sur la satisfaction sexuelle menée dans 13 pays d'Asie, la Chine se retrouve à l'avant-dernière place. Une proportion alarmante d'hommes entre 40 et 50 ans, puisqu'elle concerne plus d'un quart d'entre eux, y souffrent de dysfonction érectile. La charge de travail est bien sûr énorme. Les jeunes, surtout les hommes, sont soumis à une pression considérable. Or, cette pression accroît les problèmes érectiles. Dans beaucoup de pays occidentaux, la grande période de croissance économique est passée. Ils sont déjà une étape plus loin. J'imagine que la pression tend à diminuer dans ces pays. Mais en Chine, le boom économique bat son plein. Il y a une très forte obligation de réussir. La circulation automobile est particulièrement chaotique à Pékin. Une étude menée sur les chauffeurs de taxi de la capitale chinoise a révélé que plus de la moitié d'entre eux souffrent de troubles de l'érection. Ces résultats m'ont étonné, notamment parce que ces chiffres très élevés concernent beaucoup d'hommes jeunes. La plupart des chauffeurs de taxi ont entre 20 et 40 ans. Je suis chauffeur de taxi. Ça veut dire que je pars de chez moi très tôt le matin et que je rentre tard le soir. De nos jours, on subit tous beaucoup de pression. Il faut travailler encore plus qu'avant. C'est devenu très difficile d'être à la hauteur sur tous les plans. Le matin, quand je vais travailler, ma famille dort encore. Et le soir, en général, elle est couchée quand je rentre. Après une journée de travail, je suis crevé. Ma tête est vide. J'ai juste envie de manger en vitesse, de me brosser les dents et d'aller au lit. À la longue, j'ai de moins en moins envie de faire l'amour. Je finis même par oublier que le sexe existe. La sexualité humaine, comme les sexualités animales, s'est organisée par rapport au danger. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir une sexualité accomplie s'il y a la moindre menace, le moindre prédateur, s'il y a la moindre anxiété, et pour nous, du stress, des soucis. Donc, c'est une sorte de réaction naturelle qui va freiner et qui va interrompre la sexualité. Dans 30 à 40% des cas, les troubles de l'érection ont des causes psychologiques.
Les cas de dépression sont en augmentation et le stress est aussi un facteur déclencheur. Problème. Les médicaments utilisés pour traiter la dépression ont souvent eux-mêmes des effets secondaires qui perturbent la fonction sexuelle. La France détient le record mondial de la consommation de médicaments psychotropes. Beaucoup d'hommes sont aujourd'hui traités pour dépression alors qu'ils ne sont pas dans un épisode dépressif. Et là, ces produits vont souvent gêner la libido, vont pouvoir gêner l'érection. Pour prétendre à une relation sereine, ces hommes doivent d'abord reconnaître qu'ils ont un problème. Cela semble particulièrement difficile quand il est d'origine psychologique. On reçoit des hommes qui ont l'impression que leur vie est en miettes. Ils ont par exemple perdu leur femme d'un cancer après 30 ans de mariage et rencontré une nouvelle compagne, mais sur le plan sexuel, ça bloque. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer. Quand on essaie de leur expliquer ce qui leur arrive, ils nient l'évidence. Ce n'est pas possible. Ça doit être un problème d'hormones ou de nerfs. Ça montre combien les hommes sont sur la défensive quand ils sont confrontés à des problèmes psychologiques. L'impuissance n'est qu'un dysfonctionnement sexuel parmi d'autres. Ce n'est même pas le plus fréquent. L'éjaculation précoce l'est beaucoup plus. Il n'en demeure pas moins qu'il est le plus difficile à assumer, car érection et confiance en soi sont étroitement liés. Avoir une érection, c'est une façon d'affirmer ma volonté. Quand j'ai une érection, j'ai l'impression que je vais exploser. Mon pénis ne demande qu'à sortir. C'est sûr, les femmes n'ont rien à se reprocher. C'est de la faute des hommes. Ma maison, ma voiture, mon bateau. Plus ils sont grands, plus ils sont gros, plus ils sont beaux. J'ai déjà loupé quelques occasions comme ça. Malheureusement, c'est vrai. Les hommes sont contrôlés par leur cul. Avant mon opération, et avant que je ne m'intéresse à la question, l'érection n'était pas un souci pour moi. Jamais je n'aurais imaginé devenir impuissant un jour. Mon activité sexuelle a toujours beaucoup compté dans ma vie. Et j'ai toujours pu en discuter avec ma femme. Dass ich mich auch mit meiner Frau schon immer über unsere Sexualität unterhalten konnte. Aber das hat mir nicht gereicht. Ça ne suffisait plus. Je voulais parler avec d'autres hommes qui se trouvaient dans la même situation, échanger avec eux et savoir comment ils géraient le problème. Dans cette démarche, j'ai tout naturellement cherché un groupe de parole. J'ai découvert qu'il existait 70 à 100 000 groupes de parole en Allemagne, mais pas un seul consacré spécifiquement à l'impuissance. Alors j'ai décidé d'en créer un moi-même. Günther Steinmetz part à la recherche de compagnons d'infortune en contactant des urologues, en explorant Internet et en passant des annonces dans la presse. À force de se documenter sur la dysfonction érectile, il devient lui-même un spécialiste du sujet et parvient à réunir une poignée d'hommes. Des femmes lui écrivent également par email. Ces femmes ne me demandaient pas « qu'est-ce que je peux faire pour que mon compagnon ait de nouveau des érections ?» mais plutôt « comment l'amener à en parler ?» Elles pensaient toutes qu'en rétablissant le dialogue, il serait possible de trouver une solution. Maintenir une relation dans ces conditions est une vraie gageure. Beaucoup de femmes doivent se battre pour sauver leur couple et franchir le mur du silence. Elles expriment souvent leur désarroi sur des forums Internet. Il évite tout contact et depuis le début de l'année, il dort au sous-sol. C'est le pompon. Je cherche où j'ai fait une erreur. J'ai essayé de changer de look, je me suis teint les cheveux, mais ça ne marche pas. Quoi que je fasse, quelle que soit mon attitude, ça ne change absolument rien. Ça le tracasse beaucoup, à tel point qu'il ne veut pas qu'on se marie. Il dit que le sexe est indispensable dans un couple, que tôt ou tard, je me sentirai frustrée et que je chercherai un amant ou que je divorcerai. Da lernte ich eine Frau kennen,
J'ai rencontré une femme qui s'est montrée très compréhensive. On est devenus intimes assez rapidement. On s'est donc retrouvés au lit et on a voulu coucher ensemble. On a essayé, mais comme d'habitude, ça n'a pas très bien marché. Ma partenaire m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on trouve une solution. Elle a ajouté qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle tenait à moi, mais qu'elle voulait un homme à part entière selon ses propres termes. Et elle m'a conseillé d'aller consulter un médecin. Pendant plus de 10 ans, Martin Höllerer s'est enfermé dans le silence et a renoncé à toute vie sexuelle. Le diagnostic est rapidement établi. Il s'agit d'une fuite veineuse, une mauvaise occlusion des veines de la verge. Les corps caverneux ne retiennent pas suffisamment de sang pour que l'érection ait lieu. L'urologue lui propose une opération. Il y avait une chance sur 2 pour que ça réussisse. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre et tout à gagner, et je me suis lancé. Je pensais, une petite opération, et après, à moi la belle vie. Pourquoi l'impuissance reste-t-elle un tabou? Et d'où vient cette peur de la panne sexuelle plus ou moins ancrée dans la psyché de l'homme? Dans la nature, un mâle impuissant n'a aucune chance de se reproduire. Les femelles ont beaucoup d'autres mâles à leur disposition pour ce faire. Du fait de la sélection naturelle, cette faiblesse les met à l'écart. Les mâles dominants sont ceux qui s'accouplent le plus et qui ont le plus de petits. Les mâles passent généralement par plusieurs étapes. Après avoir été de jeunes animaux, ils atteignent la maturité sexuelle. Et c'est là qu'ils sont en concurrence pour conquérir les femelles. Puis ils dépassent ce stade. Leur combativité diminue et ils ont moins de chances d'avoir accès aux femelles. C'est aussi à cet âge-là que la plupart des mâles meurent ou quittent le groupe. Chez certaines espèces de primates, les mâles affichent leur statut dominant ou leur force en montrant leurs organes génitaux. Le scrotum des macaques à crête est rouge et il ressort particulièrement sur leur pelage entièrement noir. Les mâles prennent souvent la pose pour montrer leur scrotum au reste du groupe. On a constaté que plus ce rouge était intense, plus le mâle était haut placé dans l'échelle de la domination. Les animaux mâles qui savent imposer leur virilité sont acceptés par leurs congénères. Bien sûr, cette observation ne peut pas être transposée telle qu'elle à l'humain, mais notre culture a de tout temps accordé une grande place à l'organe sexuel masculin. Le phallus, que ce soit celui d'un homme en érection ou le sexe masculin séparé en érection, eh bien, va être le symbole à la fois de la fécondité, de la fertilité, de la richesse, de la chance. On le voit dans les sociétés, dans toute l'Antiquité judéo-chrétienne, on le voit en Grèce, on le voit en Égypte, on le voit en Mésopotamie, puisque c'est par là que ça commence. Et puis on va le voir dans des civilisations qui sont plus proches de nous, à notre origine, c'est-à-dire Rome, et puis ensuite, très près de nous, toutes nos civilisations moyenâgeuses qui vont encore avoir ce phallus en érection pour symbole, dans des cultes même religieux. Tant de symbolique concentré sur une seule et si petite partie du corps. Pas étonnant que la pression provoque parfois des ratés. Les traitements de l'impuissance sont très étonnants, sont amusants à évoquer. La plupart du temps, ils étaient symboliques. C'était un acte de magie qui avait noué l'aiguillette, qui avait provoqué cette impuissance. Eh bien, on va chercher à conjurer le sort. Il va y avoir effectivement toutes les recettes magiques possibles. On va couper le cou d'un poulet en Afrique traditionnelle. On va piquer des aiguilles dans un personnage pour conjurer le sort. On va faire des actes permettant de lever l'impuissance dans toutes les sociétés. Et puis des médications vont apparaître. D'abord, quelque chose de très efficace, c'est la cantharide, la mouche cantharide, qui est un petit insecte méditerranéen qui produit c'est extrêmement efficace, ça produit une érection, c'est extrêmement dangereux. Quelques milligrammes vont être mortels.
Érection et impuissance, deux sujets aussi vieux que notre espèce. Mais l'humanité évolue. Comment mesure-t-on la virilité aujourd'hui? En moyenne? Pour un homme adulte? Il y a vraiment des valeurs scientifiques? Ça dépend comment on mesure. Je dirais... J'en sais rien, 16 cm? Je dirais 17 à peu près. 16,5, 17. Quelque part entre 15 et 30 cm, j'imagine. Combien de temps dure un rapport sexuel? En moyenne? Je ne sais pas. Une demi-heure? 20 minutes. Avec ma copine ou une fille que je viens de rencontrer? La moyenne se situe entre 3 et 7 minutes, ce qui n'est déjà pas mal. Pour ce qui est de la taille du pénis et de la capacité érectile, il y a beaucoup de mythes sur le sujet. La longueur moyenne est plutôt inférieure à ce que l'on croit généralement. Le problème, c'est qu'il faut toujours pouvoir assurer en toutes circonstances. Y compris, par exemple, avec une femme que l'on vient de rencontrer, et même si elle est tellement sexy qu'on a peur de ne pas réussir à la satisfaire. Il faut aussi assurer quand on est stressé, ou quand on n'a pas le moral. Et de nos jours, il faut encore assurer quand on prend de l'âge et que le corps ne suit plus. Ce diktat de la performance est très lourd. Et aujourd'hui, il touche les hommes jeunes tout autant que les plus âgés. La tendance semble être la même dans le monde entier. Une récente étude menée au Ghana indique qu'un très grand nombre de Ghanéens ne sont pas satisfaits de leur vie sexuelle et souffrent de troubles de l'érection. En creusant un peu, on s'aperçoit que cela tient surtout au mythe de la superpuissance sexuelle qui génère une frustration chez les hommes. L'écart est grand entre fantasme et réalité. Un vaste marché promet de combler ce fossé avec toutes sortes de moyens. Mais au final, est-ce qu'il répond à un besoin ou est-ce qu'il l'accroît encore plus? Les aides à l'érection se vendent à peu près de la même façon dans le monde entier. Il y a très peu de variations. Les problèmes sont les mêmes partout, tout comme le désir de les résoudre. Ici, on a plus de 20 000 références, ce qui est beaucoup. Je crois que les ventes d'articles destinés à faciliter l'érection, sextoys, aphrodisiaques et crèmes, représentent 8% de notre chiffre d'affaires. Ce magasin de Scala Playhouse réalise à lui seul 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'essor du Viagra n'a pas fait baisser les ventes d'aphrodisiaques. Les produits conditionnés comme des médicaments font même un tabac et ont conquis un nouveau public. S'agissant des aides à l'érection, je dirais que 20% de nos clients viennent chez nous parce qu'ils ont de vrais problèmes et 80% parce qu'ils ont simplement envie de passer une bonne soirée ou d'augmenter leur performance. Optimiser ses érections, repousser les limites, pourquoi pas? Les hommes l'ont toujours fait. Mais aujourd'hui, quelle est l'influence de l'omniprésence du sexe? Les comportements d'achat ont changé. Les articles un peu extrêmes étaient autrefois réservés à des utilisateurs déjà expérimentés, qui avaient une vie sexuelle depuis 10, 20 ou 30 ans, et qui voulaient la pimenter un peu. Maintenant, les jeunes en achètent aussi. Je me demande parfois ce qui les fera fantasmer dans 20 ans. Où va-t-on, franchement?
Les films porno, déjà, oui, ça m'est déjà arrivé d'en regarder seul ou bien en bande avec les copines, histoire de se marrer. Donc c'est pas quelque chose qui nous rebute, au contraire. Ça peut donner des idées, mais par contre, les menottes, c'est pas mal. Ça permet de jouer avec le partenaire, mais c'est pareil, il faut se sentir en confiance. Sur Internet, c'est très facile d'accès, extrêmement facile d'accès. Il y a des sites qu'on s'échange entre amis, mais à un certain âge, c'est vrai, c'est tellement facile d'en trouver, on est tellement abreuvé de porno que c'est difficile de croire quelqu'un qui dirait qu'il n'en aurait jamais vu. C'était pas extraordinaire les premières fois, et mes attentes... Je crois que j'étais assez égoïste à ce moment-là et je voulais plus ou moins voir ce que j'avais vu, enfin faire ce que j'avais vu sur Internet, je pense. Il est encore difficile d'analyser le comportement de ces jeunes qui font partie de la première génération Internet. On a des données contradictoires. Mais j'ai l'impression qu'Internet enlève un peu de sa magie au sexe. Des hommes jeunes viennent nous voir en consultation et nous disent que les images qu'ils ont vues leur donnent le sentiment qu'ils ne seront jamais à la hauteur. Beaucoup sont tentés d'augmenter leur performance, même parmi les hommes jeunes. Et pour les plus âgés, pas d'excuses. Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, c'est-à-dire le Viagra, le Levitra ou le Cialis, sont en vente depuis plus de 10 ans. Ces petites pilules sont controversées, mais elles aident des millions d'hommes dans leur vie sexuelle, tout en rapportant des milliards aux groupes pharmaceutiques et aux sites de vente en ligne. Comment agissent ces médicaments? Lors d'une stimulation sexuelle, un messager intracellulaire est libéré, la GMP cyclique. C'est elle qui provoque la relaxation des muscles lisses et permet au sang d'affluer. Tant que l'excitation perdure, la GMP cyclique continue d'être produite. C'est ce qui permet à l'érection de se maintenir. Puis, elle est dégradée par une enzyme, la phosphodiestérase de type 5 ou PDE5. Les stimulateurs de l'érection, quant à eux, augmentent la durée d'action de la GMP cyclique pour forcer le processus érectile. Leur composant inhibe l'action de l'enzyme PDE5. La concentration de GMP cyclique augmente alors fortement et accentue la relaxation des tissus. Le sang peut alors affluer et l'érection a lieu. Ces médicaments ne sont pas la panacée, mais ils fonctionnent tout de même chez 70% des hommes environ. C'est ce qui en fait les aides à l'érection les plus puissantes de toute l'histoire. Pourtant, le Viagra ne rencontre pas le même succès partout. Le laboratoire Pfizer fondait de grands espoirs sur le marché chinois. Le pays le plus peuplé au monde compte forcément le plus grand nombre d'hommes impuissants. Plus de 102 millions de clients potentiels. En cas d'impuissance, je conseille toujours la médecine traditionnelle chinoise. Les problèmes d'érection sont très complexes. La médecine traditionnelle chinoise traite le corps tout entier, dans l'optique de restaurer peu à peu le fonctionnement normal du pénis. Ce sont des traitements à base de plantes et de substances animales qui tiennent aussi compte des autres organes. Parce que tout est lié. Le traitement doit se concentrer sur les symptômes, mais aussi sur les causes. Si les dysfonctionnements érectiles sont dus au stress, par exemple, comment le Viagra peut-il y remédier? Il va aider à court terme un patient qui veut avoir une érection, mais il ne réglera pas son problème. Les deux approches ont leurs avantages, la nôtre comme celle de la médecine occidentale. Souvent, il est préférable pour le patient de combiner les deux. Les Chinois considèrent la fonction érectile
comme un indicateur de l'état de santé général d'un homme. En Europe, cette idée semble beaucoup moins répandue. Pourtant, de nombreuses études la confirment. Une étude publiée en 2005 a montré très clairement que les troubles de l'érection précédaient souvent de 2 ans environ un infarctus ou une pathologie cardiaque lourde. Traiter un tel problème permet donc d'anticiper un infarctus ou un accident vasculaire cérébral et de l'éviter. L'anamnèse et le dialogue vont non seulement aider à restaurer l'érection, mais aussi à prévenir des pathologies plus graves. En commandant du Viagra sur Internet, sans s'interroger sur l'origine de leurs problèmes, certains hommes prennent donc des risques. Et pas seulement à cause de la composition douteuse de certaines contrefaçons. Mais malgré de nombreuses critiques, les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 sont pour beaucoup d'hommes la seule façon d'avoir une vie sexuelle normale. Après l'opération, il a fallu attendre 3 semaines que la guérison soit complète. Puis on a essayé. Là, ça a été une grande déception. Ça n'allait toujours pas, mais on n'a pas renoncé. Ma compagne m'a beaucoup aidé. Si j'avais été seul ou si j'avais été dans un couple auquel je ne croyais pas, j'aurais à nouveau rompu et je serais retourné à mon ancienne vie. Un beau jour, tout le monde s'est mis à parler du Viagra, la pilule miracle. Je suis allé voir mon urologue et je lui ai demandé de me parler de ce médicament. Ça a été une vraie libération. Avant, rien ne fonctionnait. Et soudain, une petite pilule, 20 minutes d'attente, et hop. Génial. Les médicaments qui existent aujourd'hui, comme le Viagra, sont certainement la méthode la plus agréable pour venir à bout d'une dysfonction érectile. Mais ils n'ont pas d'effet sur moi, parce qu'un nerf a visiblement été sectionné pendant l'opération. Günther Steinmetz teste en vain diverses méthodes pour récupérer sa capacité érectile. Injection dans les corps caverneux ou pilule insérée dans l'urètre. Il préfère éviter une opération, la pose d'une prothèse pénienne gonflable. Finalement, il trouve une solution, une pompe à vide qui attire le sang dans la verge. Un anneau à la base du pénis retient le sang et maintient l'érection. Il faut apprendre à l'intégrer dans ses ébats amoureux. C'est quelque chose de très personnel. Ma femme regarde avec impatience le pénis augmenter de volume dans la pompe. Mais il faut faire des essais en couple. Parfois, l'homme préférera faire la manœuvre tout seul, dans un coin, peu importe. Il y a toujours moyen. Günther Steinmetz a recueilli beaucoup de témoignages auprès des hommes qui ont eu le courage de s'inscrire dans son groupe de parole consacré à la dysfonction érectile. J'ai eu envie d'essayer. Ça m'intéressait d'en discuter avec d'autres hommes souffrant du même problème. Au début, ça m'a surpris de voir autant d'hommes plus âgés que moi. Mais ils m'ont accueilli très gentiment. On a eu des discussions vraiment intéressantes. Et Günther Steinmetz est quelqu'un de merveilleux. Qui est-ce qui arrive? Hallo, servus. Das ist toll. On pousse vraiment les adolescents et les jeunes adultes à se sentir confiants et virils. C'est déterminant. Il faut multiplier les conquêtes pour être populaire. On grandit avec cette idée. Alors, pour un jeune, il est très difficile d'admettre qu'il a peut-être des problèmes. L'homme en vient à se dire « Je n'ai plus tous mes moyens, je ne vaux rien en tant qu'homme, ou en tout cas je suis inférieur aux autres ».
C'est déstabilisant et ça dégrade l'image qu'on a de soi. Je ne pensais pas que ça me minerait à ce point-là. J'avais envisagé d'autres problèmes après l'opération. Celui-ci m'a surpris et j'ai été étonné par ma propre frustration. Elle n'a d'ailleurs pas disparu. Pour être honnête, je continue à la combattre. Le gros problème pour beaucoup d'hommes, et de femmes d'ailleurs, c'est qu'on réduit la vie sexuelle à la pénétration. Pourtant, c'est une erreur. On ne prend tout simplement pas la peine d'essayer autre chose. Selon moi, tout est une question d'entraînement. Il faut tester l'anneau pénien, le Viagra, la pompe à vide, le vibromasseur. Évidemment, si on n'essaie pas... Beaucoup de ces hommes ont subi une opération de la prostate. Il semble plus facile de se rapprocher d'un groupe de parole dans ces circonstances que lorsque le problème est d'origine psychologique. Les participants peuvent échanger leurs expériences et s'informer sur les traitements possibles ou les médecins spécialisés. Que la cause du dysfonctionnement soit psychologique ou physiologique, plus de 90% des hommes atteints peuvent espérer une amélioration à long terme. Mais pour y parvenir, il faut être prêt à remettre en question l'archétype de l'homme viril. D'une manière générale, on s'attend à ce que l'homme soit plus demandeur que la femme, que ce soit lui qui prenne l'initiative. Mais ce genre d'idée toute faite ne m'intéresse pas tellement. Je préfère connaître la vie des femmes. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à rester en érection? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas donner de plaisir à une femme? Après tout, il y a des femmes qui apprécient les rapports avec d'autres femmes. J'en conclus qu'il doit aussi y en avoir qui s'accommodent très bien d'un partenaire qui ne bande plus. Ça doit exister, non? Si j'étais musicien et que je ne pouvais plus me servir de mes mains, j'arrêterais la guitare. Mais je pourrais peut-être me mettre au chant. Trouver des solutions hors des sentiers battus, se redécouvrir, retrouver la tendresse et aborder la sexualité autrement. Il existe de nombreuses possibilités, comme les massages tantriques, qui apportent une détente bienvenue dans ce domaine délicat. Les hommes se concentrent uniquement sur cette partie du corps. Mais nous avons de la peau ailleurs et elle est sensuelle partout. Ça décompresse de détourner un peu ses efforts et son attention de cette zone pour s'intéresser à tout le reste du corps. C'est facile à dire, mais ça demande un vrai changement de perspective. Les hommes doivent vraiment se libérer de cette course à la performance. Ça peut être difficile pour eux dans un premier temps. Mais si on insiste et si on les encourage à faire les choses autrement, au final, c'est un vrai soulagement pour eux. Enfin, on peut arrêter de s'acharner et de se tourmenter. Avec les massages tantriques, l'homme n'a plus besoin de prendre l'initiative. Le diktat de l'érection disparaît. Mais cela demande bien sûr une certaine ouverture d'esprit, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Avec la multiplication des facteurs favorisant la dysfonction érectile, les cas d'impuissance vont continuer d'augmenter. Le vieillissement de la population y contribuera aussi, puisque les troubles de l'érection s'intensifient avec l'âge. Une nouvelle approche de la question devient cruciale. La science réagit lentement, elle aussi. Un nombre croissant d'études s'intéressent à la santé masculine et à des domaines de recherche tels que l'andropause. Reste la question de l'ouverture d'esprit.
Günther Steinmetz et ses compagnons ne rencontrent pas un grand succès quand ils installent leur stand à une journée porte ouverte de groupes de parole. Difficile de briser le silence des hommes. On n'est pas surchargé de demandes. Les gens passent sans s'arrêter. Ils se donnent parfois des coups de coude. Il y en a peu qui s'approchent, qui feuillettent nos brochures et qui posent des questions. J'ai envie de dire aux hommes, ne vous retranchez pas dans le silence. Affrontez le problème, des solutions existent. Es gibt gute Lösungen. Oui, bien sûr. J'ai connu un épisode très embarrassant. Je devais avoir... Il faut que je calcule. C'est une colle. C'était quoi encore la question ?